Alors, donc l'objectif de ce webinaire, c'est de faire un feedback après 8 mois. Donc, ça fait 8 mois depuis le 1er août 2024 que le SDT, donc le schéma du développement du territoire, est entré en Wallonie. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants. Alors d'abord, une petite partie sur le contexte. Donc, c'est important de recontextualiser le pourquoi et un peu l'historique au niveau de ces différentes législations. Ensuite, première partie, ce qui a changé avec le SDT. Deuxième partie, les procédures décryptées. Et une troisième partie, les stratégies gagnantes pour s'adapter. Alors, au niveau du contexte, pour certains d'entre vous, vous avez connu avant 2014 la loi qui était nationale, elle était fédérale. On parlait de dossiers socio-économiques SE1, SE2, avec un seuil de surface de vente qui était de 750 mètres carrés, qui ensuite a été rabaissé avec la loi IKEA à 400 mètres carrés net. En 2014, cette loi nationale a été régionalisée. On a d'abord commencé par Bruxelles, avec la modification du Code bruxellois d'aménagement du territoire en 2014. En 2015, en Wallonie, cette fameuse loi sur le décret des implantations commerciales. Donc, on a quand même parlé pendant 8 ans de permis implantation commerciale, permis intégré. Il y a eu une deuxième modification du COBAT à Bruxelles. Et enfin, en 2016, régionalisation donc pour la Flandre également. Et donc là, on parle toujours de omgevingsvergunning. Et puis, depuis ce 1er août 2024, entrée en vigueur du SDT en Wallonie, avec ce dont je vais vous parler maintenant. Alors, il y a quelques notions clés à maîtriser avant de se lancer dans cet exposé. C'est que donc, ça ne concerne que la Wallonie. Ça ne s'applique aussi que pour les commerces de détail d'une surface de vente de plus de 400 mètres carrés net, voire exception ci-après, parce que je reviendrai sur ce seuil de 400 mètres carrés qui est potentiellement rabaissé à 200 mètres carrés net. Comme je le dis, c'est seule la notion de surface nette, c'est-à-dire surface de vente, qui est prise en considération. Alors, qu'entend-on par la surface de vente? C'est là où il y a un échange avec le client. C'est à chaque fois où, je prends toujours l'exemple des caisses dans un supermarché. Aux caisses, on vend encore des bonbons, on achète encore des bonbons, des chewing-gums. Ça fait bien partie de la surface de vente, y compris les surfaces non couvertes. La surface brute ne rentre pas en ligne de compte. La notion d'ensemble commercial reste également d'actualité. Donc ça, c'était déjà sous le décret de 2015. Ça l'est toujours. Alors, qu'est-ce qu'on entend par un ensemble commercial? Je vous montrerai après une visualisation d'un ensemble commercial, mais c'est quand il y a un lien de droit ou un lien de fait. Donc, un lien de droit, c'est quand, par exemple, c'est un même propriétaire ou alors c'est un même permis. Un lien de fait, ce sera plus visuel. C'est quand on a une même entrée-sortie de parking, quand on a un parking commun ou quand on a, par exemple, aussi une cohérence architecturale. Alors, 5e point, les surfaces nettes d'un ensemble commercial s'additionnent entre elles. Donc, en fait, ces 5 notions, elles étaient déjà d'application sous le décret de 2015 et elles restent d'actualité. Alors, voici une illustration donc, typique d'un ensemble commercial. Donc, c'est vraiment tout ce qui est centres commerciaux, retail park. On voit ici, en l'occurrence, qu'il y a une cohérence architecturale. On voit également qu'il y a une entrée, une sortie. On voit commune, un parking commun. Donc, ça, c'est typiquement un ensemble commercial. Et si, par exemple, vous deviez changer l'enseigne d'une seule cellule, nous devrions analyser l'ensemble de cet ensemble commercial. Et les surfaces de vente s'additionnent entre elles. Alors, si ces changements, donc ce SDT a pour objectif évidemment de répondre aux défis auxquels notre société est confrontée, à savoir tout l'aspect évidemment écologique, de simplifier les procédures, on se rend compte en pratique, et on en parlait juste avant avec Serge, c'est que ça a évidemment énormément de retombées et que ça change profondément le travail au quotidien, que ce soit pour vous, les développeurs promoteurs, les enseignes, nous, en tant que prestataires de services pour tout ce qui est permis et analyse en amont, mais également les architectes. Alors, ce qui a changé avec le SDT.
Donc le SDT, son objectif, c'est qu'il vise à structurer et optimiser l'urbanisme commercial en Wallonie. Alors quelques nouveaux maintenant de PUIC, permis d'urbanisme, avec un volet implantation commerciale. Il y a bien une fin du décret de 2015 sur les implantations commerciales, que les catégories d'achat, elles ont été redéfinies. On va le voir par la suite en détail. Il y en a 3, les achats légers, les achats lourds et les achats alimentaires. Et il y aura une priorisation, évidemment, de vos implantations dans les centralités villageoises, urbaines et urbaines de pôle, par rapport à être en dehors de ces centralités. Alors, au niveau des principes généraux du SDT, donc les objectifs régionaux de développement territorial et d'aménagement du territoire ont pour finalité, comme je le disais, c'est évidemment l'optimisation spatiale. Et donc, ça va rencontrer le fait de lutter contre l'étalement urbain, de préserver de manière maximale les terres et d'avoir une utilisation efficiente et cohérente du sol par l'urbanisation. Un développement socio-économique, une attractivité territoriale, une gestion qualitative du cadre de vie et évidemment une maîtrise de la mobilité. L'aspect mobilité va revenir énormément dans la présentation et c'est quelque chose qui reviendra beaucoup dans les différentes défenses de nos dossiers. Alors, au niveau des concepts territoriaux, donc ça, je pense que la notion de centralité et cœur de centralité, ce sont des notions qui maintenant ne sont plus trop neuves. Qu'entend-on par une centralité? Une centralité, en fait, c'est une partie de ville, de village, qui va cumuler différentes fonctions. Et donc, entre autres, les fonctions de logement, de proximité aux services et aux différents équipements qu'une ville peut offrir, et également avoir cette bonne accessibilité en transport en commun. Alors, il y a 3 types de centralités. Il y a des centralités villageoises, des centralités urbaines et des centralités urbaines de pôle. C'est très important parce que vous verrez un peu plus tard qu'en fonction de votre localisation, il y aura des spécificités à rencontrer ou pas. Alors, le but, c'est de concentrer l'urbanisation et donc vos projets immobiliers vers les lieux les mieux équipés. Et également, un autre objectif, c'est que d'ici 2050, 75% du développement résidentiel sera concentré dans les centralités. Alors ici, on est sur les centralités. Je vous ai parlé des cœurs de centralité. Donc, on est sur un découpage un petit peu plus micro-géographique encore. Un cœur de centralité, ça va reprendre les 3 grandes fonctions telles que décrites, avec des commerces qui seront là encore plus de proximité, avec toujours ces équipements, ces services et toujours ces transports en commun. Et c'est par exemple des cas dans les quartiers de l'hypercentre, des quartiers péricentraux ou des quartiers de gare. Alors, au niveau du commerce, donc je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y avait 3 catégories d'achat et ces catégories d'achat, elles sont classées de la plus sensible, au regard du développement durable et attractif du territoire, à la moins sensible. Donc, si vous regardez mes petits dessins, mes petits pictogrammes et mes flèches, la catégorie la plus sensible est le léger. Ensuite, on a l'alimentaire, dénommé aussi courant. Et puis ensuite, on a la catégorie la moins sensible, le lourd. Donc, je vous donne une petite définition de chaque catégorie. Un achat léger, c'est un achat qui est non pondéreux et qui est non volumineux. Ça peut être dans l'équipement de la personne, dans l'équipement de la maison, dans le loisir. Il y a également une notion de fréquence d'achat. En général, on a une fréquence d'1 fois tous les 2 mois, en moyenne. Ensuite, les achats alimentaires, ce sont les commerces de proximité, achats alimentaires, commerce de détail. On n'est plus sur quelque chose de local, des besoins quotidiens. Ça peut être des petites alimentations spécialisées, des boulangeries, pâtisseries, boucheries, journaux, papeteries, des petits commerces, des petits formats de bricolage, etc. Et enfin, la catégorie la moins sensible, le lourd, on est dans des achats qui sont pondéreux ou volumineux, avec là une fréquence d'achat qui est beaucoup plus espacée. On est principalement dans l'équipement de la maison et dans le loisir lourd. Alors, la première faiblesse par rapport à ces définitions, c'est qu'il n'est pas précisé ce qu'on entend par pondéreux et volumineux. Et donc, vous vous rendez compte, avec cette comparaison aussi du décret de 2015, on avait des catégories et des sous-catégories. Ici, on n'a plus que 3 catégories. Et donc, ça pose déjà un problème dans l'analyse des différents dossiers, surtout quand il y a une enseigne qui veut changer
de catégories et voire même d'enseignes. Donc, une des pistes, et c'est à l'étude, à la réflexion, c'est de définir ces catégories et ou de détailler des sous-catégories et surtout principalement dans le léger. Alors, j'attire déjà votre attention ici que changer de catégorie de la moins sensible à la plus sensible va engendrer évidemment des particularités dans vos dossiers. Alors, j'ai également indiqué des points d'attention sur les mesures qui guident l'urbanisation. Donc, il faut savoir que la région wallonne a défini 3 types de tableaux en fonction de 3 variables principales, à savoir la catégorie d'achat, léger, alimentaire, lourd, la surface de votre point de vente ou de votre ensemble commercial, et également la localisation. Est-ce que vous êtes hors centralité ou est-ce que vous êtes dans une centralité, avec une distinction entre les 3 centralités. Alors, vous verrez ici dans les tableaux qui vont suivre qu'il est indiqué parfois admissible, parfois à éviter. Alors, ça ne signifie pas que quand votre projet va tomber dans la case admissible, qu'il sera directement favorable. Et inversement, ce n'est pas parce que votre projet sera dans une case à éviter que ce sera systématiquement un refus. Et donc, là est tout l'enjeu de pouvoir bien justifier du projet, soit en stand-alone, soit mixte, ou en tout cas dans un ensemble commercial. Voilà donc les 3 tableaux. Alors le premier, on est sur des surfaces ou ensembles commerciaux de moins de 400 mètres carrés. Première variable, la surface. Deuxième variable, c'est les catégories d'achat, en fonction que vous soyez léger, alimentaire, courant ou lourd. Et la troisième variable, c'est la localisation. Vous êtes excentré ou vous êtes dans une centralité. Et après, nous avons encore la distinction centralité villageoise, centralité urbaine de pôle. Vous voyez, dans ce cas, étant donné que vous avez une surface de moins de 400 mètres carrés, tout est admissible, avec parfois certaines conditions. Encore une fois, ça ne veut pas dire que votre dossier sera directement octroyé. Deuxième cas de figure, vous êtes entre 400 et 1500 mètres carrés. 3 catégories d'achat, toujours cette localisation. On voit déjà que quand vous êtes en dehors de la centralité, c'est déjà indiqué à éviter. Et également en centralité villageoise pour les achats légers. Alors, j'attire votre attention aussi sur 2 types de commerces. Il y a des commerces qui sont dits centralisants et d'autres polarisants. Centralisant, ça signifie que l'enseigne va venir consolider ce qui existe déjà. Donc, on est généralement sur des commerces de détail, des alimentaires, par exemple. Un commerce dit polarisant, c'est un commerce qui va attirer la clientèle de plus loin. On est plus sur des équipements de la personne, équipements de la maison. Troisième tableau, on est sur donc des projets de plus de 1500 mètres carrés net et on voit que là, on est pratiquement partout à éviter, sauf en centralité villageoise pour les achats alimentaires qui restent admissibles, avec aussi certaines particularités en centralité urbaine et urbaine de pôle. Donc, on voit évidemment sur base de ces tableaux que ce qui est à privilégier, c'est évidemment les surfaces de moins de 400 mètres carrés net, partout où là on sera admissible, et que si vous êtes en dehors d'une centralité, il vaut mieux évidemment venir consolider une offre existante plutôt que de créer quelque chose, je vais vous dire, au milieu de nulle part. Alors, la deuxième partie porte sur les procédures. Donc ici, je vais expliquer les 5 faits générateurs de quand finalement vous êtes soumis à permis. Petite remarque aussi par rapport à la surface de vente dont j'avais parlé dans les remarques. On est toujours évidemment soumis à permis à partir du moment où le commerce de détail a une surface nette de plus de 400 mètres carrés. Et ce seuil, donc c'est une nouveauté, ce seuil peut être amené à 200 mètres carrés net selon la volonté de chaque commune et simplement sur base d'une délibération du conseil communal. À date, ça date d'hier, donc peut-être qu'aujourd'hui ce nombre a encore évolué. À date, on a relevé 13 communes, et ça je pourrais vous les citer tout à l'heure, et en tout cas elles feront partie du mémo que je vous enverrai. À date, il y a 13 communes qui ont déjà souhaité rabaisser ce seuil de 400 mètres carrés à 200 mètres carrés net.
Alors, le premier fait générateur, c'est quand on construit un commerce de détail. Donc, évidemment, il y a un volet urbanistique, puisque vous construisez un bâtiment, et il y a un volet commercial, si votre commerce fait plus de 200 mètres carrés net ou 400 mètres carrés net. Deuxième fait générateur, c'est lorsqu'on construit un ensemble commercial. Il y a évidemment un volet urbanistique et un volet commercial si votre surface nette dépasse les 200 ou les 400 mètres carrés nets. Troisième fait générateur, c'est quand un bâtiment qui existe n'était pas soumis à autorisation parce que sa surface n'y s'y prêtait pas. Vous l'étendez, il y a une extension de votre bâtiment en commerce de détail et vous dépassez ce seuil de 400 mètres carrés net. C'est un fait générateur également. Quatrièmement, c'est un bâtiment qui n'était pas destiné à des fins commerciales et vous souhaitez le transformer en commerce de détail avec une surface de plus de 400 mètres carrés net. Vous êtes soumis à permis. Et enfin, le cinquième fait générateur qui est le plus complexe dans cette nouvelle législation, c'est la modification importante de la nature de l'activité commerciale. Alors simplement pour rappel, c'est que ces 5 faits générateurs, ils étaient déjà d'application sous le décret 2015. Cette modification importante de la nature de l'activité commerciale également, simplement c'était beaucoup plus clair. Vous étiez de l'équipement de la personne, vous vouliez devenir un magasin de bricolage, c'est-à-dire de l'équipement de la maison. C'était une modification importante et donc vous étiez soumis à permis. Vous deveniez un alimentaire, vous changiez de catégorie, vous étiez soumis à permis. Ici, il y a une petite astuce, c'est que modification importante, soit le commerce change de catégorie à 100%, donc ça c'est clair, mais également quand le commerce change de manière partielle, c'est-à-dire 25% ou plus des articles commercialisés. Et j'ai mis commercialisés en italique, j'expliquerai pourquoi. Donc 25% ou plus des articles commercialisés changent de catégorie du moins sensible vers la plus sensible. Ça, c'est important aussi. Ou alors, de manière partielle, c'est 200 mètres carrés ou plus des articles commercialisés changent de catégorie, de la moins sensible vers la plus sensible. Alors, commercialiser, c'est compliqué. Comment peut-on, 25% des commerces commercialisés, pouvoir avoir un chiffre, quelque chose de chiffré? Et donc, ce mot devrait peut-être être transformé en autorisé. Autorisé, donc sur base des anciens permis. Et donc là, au moins, on a des mètres carrés. Alors, je suis toujours dans cet enjeu de catégorie commerciale avec un cas pratique. Et donc, un cas pour pas mal de commerces finalement qui ont plusieurs catégories d'achat. Il faut savoir, c'est une nouveauté aussi, c'est qu'un magasin va être assimilé à la catégorie la plus sensible qui représente dans son mix au minimum 15% des articles commercialisés, donc autorisés, ou plus de 200 mètres carrés de surface commerciale nette. Alors, il faut entendre que c'est 15%, donc comme je viens de l'expliquer, c'est 15% de la superficie commerciale nette des articles commercialisés conformément aux autorisations délivrées. Donc, c'est vraiment sur les mètres carrés autorisés, d'accord? Et donc, si je prends un exemple de magasin de bricolage, un magasin de bricolage possède plusieurs catégories d'achat. Et en général, il a plus que 15% de léger. C'est par exemple des vêtements, des vêtements de travail, de la décoration, des produits d'entretien. Et donc, sur base de cette clause, il sera considéré comme un magasin léger. Première réflexion, première faiblesse par rapport à un problème de localisation. Si l'enseigne Brico est considérée comme du léger, est-ce qu'on souhaite vraiment implanter un magasin de bricolage en centralité ou en centre-ville? Un magasin de bricolage qui, de manière générale, a des surfaces de vente relativement importantes, qui nécessite un charroi. Est-ce que c'est vraiment l'objectif, sur base de cette clause, où il deviendrait léger, d'avoir ce magasin de bricolage en centralité ou en centre-ville? Autre question, est-ce qu'on souhaite réellement implanter un bricot assimilé à du léger, qui pourra un jour être réellement un magasin 100% léger en périphérie? Si vous vous souvenez bien également, sous l'ancienne législation de 2015, l'équipement de la personne pur léger en périphérie était très fortement déconseillé.
Autre réflexion, quid de la manière de demander un permis pour une même enseigne? Parfois, un magasin de bricolage aura plus que 15%, parfois moins 15%. Et donc, est-ce qu'il y a une cohérence finalement au niveau des différentes implantations des enseignes sur le territoire de la Wallonie? Autre remarque, en fonction des saisons. Je prends l'exemple d'Action. En été, ils vont vendre des meubles de jardin. Meubles de jardin, c'est du lourd. Comment Action va se positionner? Est-ce qu'actuellement il est en léger? Est-ce qu'il deviendrait du lourd? Donc, vous voyez, ça suscite pas mal de réflexions. Autre cas pratique, autre exemple. Donc, je reviens à cette modification importante de la nature commerciale qui va nécessiter un permis. Deux cas de figure faciles. Votre commerce change de catégorie. Vous êtes soumis à permis. Votre commerce change de manière partielle. Et il y a ces fameux 25% et ces fameux 200 mètres carrés, avec un sens à respecter. C'est simplement si on va de l'achat lourd, c'est-à-dire la catégorie la moins sensible, vers la plus sensible, c'est-à-dire l'achat alimentaire, ou l'achat léger, ou alors l'alimentaire vers l'achat léger. Et c'est la même réflexion ici sur base des 200 mètres carrés nets. Je vous ai repris un autre exemple. Nous avons un magasin Crefel, il fait 1000 mètres carrés nets. Crefel, c'est 50% lourd, 500 mètres carrés lourd, 50% léger, 500 mètres carrés léger. S'il passe en vêtements, ce serait 1000 mètres carrés léger sur la totalité de sa surface, eh bien, il sera soumis à permis parce qu'il va passer de la catégorie la moins sensible, c'est-à-dire ces 500 mètres carrés lourds, vers 500 mètres carrés légers. Et donc, il y a ce changement de catégorie, de la catégorie la moins sensible vers la plus sensible. D'accord? Si maintenant il passe en léger, mais sur une partie de sa surface commerciale, eh bien, il pourra ne pas demander de permis si il ne dépasse pas les 700 mètres carrés nets. Pourquoi? Puisqu'il a déjà ses 500 mètres carrés en léger et 200 mètres carrés nets maximum. C'est une modification donc de manière partielle et il respecte les 200 mètres carrés nets de manière partielle. Et donc, dans ce cas-là, il ne serait pas soumis à permis. Alors, autre point particulier, c'est qu'un des impacts de la suppression donc, du décret IC 2015, c'est la suppression de la circulaire d'avril 2018 qui faisait que les stations-service, les concessions auto et occasion, les sanitaristes et cuisinistes n'étaient plus soumis à permis, mais comme il y a eu cette suppression, ils sont à nouveau désormais soumis à volet commercial. Autre point particulier, c'est que la division d'un commerce existant constitue un fait générateur de l'obligation d'obtenir également un permis. Alors, au niveau des décisionnaires, donc vous voyez aussi qu'il y a deux types de décisionnaires, le collège communal et le fonctionnaire délégué. Ça dépendra toujours de la localisation, est-ce qu'on est en centralité ou hors centralité, et en fonction de cela, sur base des surfaces. Donc, en centralité, le collège est compétent jusqu'à 2500 mètres carrés net, au-delà, le fonctionnaire délégué. Quand on est hors centralité, le collège est compétent jusqu'à 1500, au-delà, le fonctionnaire délégué. Alors, il y a une nouveauté aussi, c'est cette nouveauté, oui et non, réunion de projet avec le fonctionnaire délégué. Et donc là aussi, il y a une tenue de cette réunion de projet en présence du fonctionnaire délégué qui est obligatoire dans les cas suivants. Si votre projet a une surface commerciale nette de plus de 1500 mètres carrés, quand vous êtes en dehors d'une centralité, il y a une réunion de projet. Et cette réunion de projet est également obligatoire en centralité pour tous les projets de plus de 2500 mètres carrés. J'attire votre attention, c'est qu'à ce jour, il n'y a aucune centralité définie par les SDC. Donc, tous les permis d'urbanisme de plus de 1500 mètres carrés avec un volet commercial sont actuellement d'autorité régionale et soumis à réunion de projet. Autre cas particulier sur lequel j'attire votre attention, c'est l'aspect des délais. Il faut anticiper. Le fonctionnaire délégué a 30 jours calendrier pour planifier une réunion de projet et encore 20 jours pour nous la notifier, ce qui nous donne un délai de 50 jours calendrier. Donc, pensez vraiment à anticiper vos demandes. Alors, il y a 8 fonctionnaires délégués. Le fonctionnaire délégué le plus connu
est Raphaël Stokis. Après, voilà, moi j'avais rencontré également Monsieur Libot de Namur. Je ne les connais pas tous. Je pense que Monsieur Stokis a sa bonne réputation. Au niveau des consultations, je vous ai mis un tableau récapitulatif. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez qu'en fonction, encore une fois, de la surface et en fonction de la localisation en centralité ou hors centralité, vous avez différentes instances qui sont consultées. Le collège, le fonctionnaire délégué, les membres de l'aménagement du territoire, la consultation de la direction des implantations commerciales, donc avec le FIC, Marc Lannoy est toujours opérationnel, toujours avec un avis, donc depuis 2024, un avis consultatif, et une consultation donc des communes limitrophes. Alors, un petit résumé au niveau de la procédure. Donc, quand on introduit une demande de permis, cette introduction se fait toujours à la commune du lieu d'implantation de votre projet. La commune a ensuite 30 jours pour valider la complétude de votre dossier. Deux autorités compétentes, le collège communal et l'autorité donc du fonctionnaire délégué. En fonction que vous soyez en centralité ou hors centralité, on tourne autour de délais entre 75 jours et 115 jours. Troisième partie, les stratégies gagnantes pour s'adapter. Alors, l'approche proactive et intégrative, c'est essentiel. Il y a 5 actions majeures. La première question à se poser, c'est quel est l'effet générateur? Donc, vous vous souvenez, il y a 5 faits générateurs. Et dans quel cas de figure êtes-vous? Ensuite, c'est de bien préparer votre dossier en amont, d'avoir une justification urbanistique et commerciale. C'est de collaborer avec les différentes autorités compétentes, que ce soit les communes, que ce soit le fonctionnaire délégué, les membres de l'aménagement du territoire, le fonctionnaire des implantations commerciales. C'est vraiment d'anticiper leurs attentes et éviter les blocages. Prendre en compte l'aspect de mobilité et l'environnement et également intensifier la collaboration avec les architectes en urbanistique. On travaillait déjà énormément avec les architectes pour le volet urbanistique. On se rend compte ici que surtout lors des défenses de nos dossiers devant les membres de l'aménagement du territoire, cette collaboration d'un point de vue réflexion commerciale, sociodémographique, économique et tout l'aspect évidemment environnemental, mobilité de la part des architectes a vraiment toute son importance. Alors, quelques points de vigilance, donc plus par rapport aux développeurs qui doivent anticiper plusieurs facteurs pour réussir leur projet, c'est évidemment favoriser, prioriser des développements en centralité. Et si ça ne l'est pas, de pouvoir bien justifier du fait qu'on est hors centralité. Impact évidemment sur la mobilité et l'accessibilité, l'aspect de la qualité environnementale et la gestion des surfaces artificialisée, puisque, pour rappel, l'objectif principal du SDT, c'est évidemment d'arrêter et de stopper l'artificialisation des sols et le respect des nouvelles catégorisations d'achat. Alors, je vous ai déjà parlé donc plusieurs fois du pôle aménagement du territoire. En fait, le pôle aménagement du territoire remplace un peu l'observatoire du commerce du décret des implantations commerciales de 2000. Et donc, ce pôle aménagement du territoire, il est consulté pour tous les dossiers dont la surface est supérieure à 1000 m² net. Et sur base des dossiers que nous avons introduits depuis le 1er août, qui ont été examinés par le pôle, on a déjà fait une première liste des documents et des informations qui sont indispensables au bon fonctionnement du dossier, au bon fonctionnement du permis et qui viennent s'ajouter à l'annexe 5.1 du Code été, qui, elle, est légale. Alors d'abord, donc toujours cette première question, c'est de quel fait générateur parle-t-on? Et ensuite, à inclure dans la demande, ce sont des justifications urbanistiques. Ensuite, c'est de présenter le projet sous l'angle commercial. Donc l'entreprise, ses motivations, l'intérêt ou le gain en cas de délocalisation, un historique de l'entreprise, une description de ses activités, une réhabilitation des cellules en cas de transfert. Et donc, clairement, lorsque vous avez une délocalisation, ne jamais laisser une cellule vide. Ce sera vraiment
un aspect très négatif par rapport à votre dossier. Donc, toujours arriver avec une solution par rapport à la cellule que vous allez délocaliser. La zone de chalandise et ses caractéristiques sociodémographiques. Donc, les besoins, les analyses sociodémographiques, le revenu, la croissance, de manière économique aussi. Donc, quelles sont les enseignes concurrentes? Qu'est-ce qui existe déjà comme offre? Le but n'est pas non plus d'arriver avec une suroffre. Le maillage de l'enseigne. Est-ce qu'on va offrir une offre similaire ou complémentaire? Les données relatives à la mobilité, axes de circulation, le nombre de places de parking, le nombre de visiteurs annuels, tout ce qui est accessibilité, tout ce qui est mode doux. Donc, tout ça devra être vraiment bien étoffé. Les données relatives à l'emploi, cet aspect-là est très, très important. Donc là, on a également étoffé les analyses par rapport à l'emploi, par rapport aux commissions paritaires, le nombre d'emplois, la qualité, la durée du temps de travail, le nombre d'équivalents temps plein, les emplois pour étudiants, et bien évidemment, se référer aux 3 tableaux des mesures qui guident l'urbanisation. Donc, en fonction de votre taille, de votre localisation et de votre mix commercial, on va se retrouver dans une des cases des 3 tableaux et on devra justifier de ces mesures. Alors, je vous parlais donc de l'annexe 5.1, elle doit montrer dans quelle mesure le projet rencontre les dispositions générales du Code été. Et finalement, sur ce slide à retenir, c'est vraiment les critères qui sont à justifier. C'est vraiment l'optimisation spatiale et le développement durable et attractif du territoire. Alors, autre point d'attention de la part du pôle d'aménagement du territoire, donc pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir juger, et même si l'avis du pôle est un avis consultatif, le pôle a besoin de données suffisantes, pertinentes et spécifiques pour apprécier les projets commerciaux. Donc, dans le pôle, il y a 11 membres effectifs. Tout le monde n'est pas issu de l'aspect du commerce. Donc, on a des architectes, on a des urbanistes, on a des personnes qui seront là plus par rapport justement à l'aspect emploi. Mais donc, c'est important de pouvoir venir étayer les dossiers d'un point de vue également chiffres et data. Des thèmes spécifiques doivent être pris en considération pour les apprécier, tels que la localisation, la mobilité, l'emploi et la dimension sociodémographique pour assurer évidemment la viabilité du commerce ou de l'ensemble des commerces que vous souhaitez développer et éviter évidemment de la vacance commerciale future. Alors, je vous ai mis quelques chiffres. Donc, depuis le 1er août 2024 jusqu'au 21 mars, sur base des différents dossiers introduits. Donc, il y a eu 56 27 par Géoconsulting. Et donc, vous voyez que sur ces 56 dossiers introduits, il y a eu 15 avis défavorables de la part du pôle aménagement du territoire, 38 favorables et 3 pour lesquels il n'y avait pas d'avis parce que manque d'informations. Comme j'expliquais en introduction, sur les 56, il y en a 6 seulement qui ont été émis sur les nouveaux dossiers. Donc, en fait, il y en a 50, on était encore sous l'ancien code été. Alors, même si sous l'ancienne procédure, ils ont été donc analysés par ce nouveau pôle de l'aménagement du territoire et les avis ont été émis sur base de cette nouvelle législation. Je vous ai repris également finalement la raison principale des avis défavorables. Vous le voyez, c'est que finalement, ce qui ressort le plus comme avis négatif, c'est quand vous êtes hors centralité. Ensuite, c'est quand on a une offre suffisante. Et donc, encore une fois, c'est ça l'objectif, c'est de ne pas arriver avec une suroffre et bien d'étudier le marché avant de développer son projet. Autre point négatif, c'est tout ce qui est accessibilité. Une accessibilité uniquement en voiture va compromettre votre dossier. Alors, l'aspect aussi monofonctionnalité du projet. Donc, on prône de plus en plus des projets mixtes. Projets mixtes, un peu de commerce, un peu de logement, un peu de services, pourquoi pas du loisir, des bureaux. Et donc, c'est vraiment essayer de concevoir un projet avec les 6 fonctions d'une ville. Après, on passe un peu plus sur des aspects architecturaux, l'imperméabilisation des sols, la dérogation au plan de secteur, toujours un peu complexe à justifier, un projet qui serait trop important par rapport à sa localisation et des emplois insuffisants.
Je vous ai fait un petit récapitulatif donc des points d'attention pour terminer. Donc, 3 notions clés, hein. Je reviens vraiment sur ces tableaux et ces 3 variables. C'est vraiment la surface de votre projet ou de votre ensemble commercial, la catégorie d'achat et la localisation. Et puis après, quelques réflexions par rapport à vos futurs développements immobiliers. C'est que comme l'objectif principal du SDT, c'est d'éviter l'artificialisation des terres en réutilisant, en rénovant, en transformant, en reconstruisant. Mais l'idée, ce serait vraiment évidemment de faire un focus sur tous les bâtiments existants qui seraient à reconvertir. Vous avez vu aussi que quel que soit le type d'achat, mais finalement, les projets de moins de 400 mètres carrés sont plus favorisés, bien évidemment. Importance de consolider les demandes urbanistiques par des éléments tels que des abris vélos couverts, des bandes de recharge, que ce soit pour les voitures, que ce soit pour les vélos, la perméabilité, l'amélioration de la mobilité locale. Et donc, c'est ça aussi sur lequel je ferai un focus quand je vous enverrai la petite note. Et mettre l'accent sur la mixité de vos projets pour mettre à l'honneur finalement le développement socio-économique et l'attractivité territoriale, d'avoir une gestion qualitative du cadre de vie et une maîtrise de la mobilité. Enfin, un dernier point par rapport à Géoconsulting et ce qui change chez nous, c'est que sauf cas simple, c'est-à-dire un magasin en stand-alone où il y a vraiment, on va évidemment analyser son implantation par rapport au plan de secteur et par rapport au schéma, mais si pas, pour des dossiers beaucoup plus complexes, pour des dossiers d'ensemble commerciaux ou pour lesquels il n'y a encore rien qui est décidé en termes d'enseigne, avant d'introduire un permis, on demandera de réaliser une étude sur l'analyse des perspectives de développement au regard du schéma et au regard du marché. C'est-à-dire qu'on va analyser préalablement à l'introduction d'un permis, sur base du schéma, ce que vous pouvez encore développer par rapport à cette localisation, par rapport à la taille, par rapport à ce qui existe déjà dans l'environnement, dans le bassin de consommation de votre projet. Et puis, par rapport au marché, quel secteur d'activité a encore du potentiel développable. Et ça, c'est vraiment pour éviter le type d'avis défavorable pour lequel parfois des projets sont montrés avec une suroffre. Donc, le but, c'est vraiment de venir consolider en amont les demandes de dossiers de permis d'urbanisme avec un volet d'implantation commerciale. Voilà.